Donc, c'était absolument interdit de montrer à quel point les soviétiques ont collaboré avec les nazis. En 1946, le livre est terminé, elle est envoyée à l'imprimerie, mais elle ne verra jamais le jour en URSS. En janvier 1948, sous l'ordre personnel de Staline, Mikhaëls, donc le directeur du comité juif antifasciste, est assassiné à Minsk. Ce meurtre ouvre la période noire dans l'histoire de l'URSS, qui sera destructive pour les hommes et pour les manuscrits. Quelques mois avant sa disparition, Mikhaëls adresse la lettre au comité central du Parti communiste où il demande quand même la publication du livre noir. Et la direction de la propagande, il étudie sa lettre, il étudie le livre noir et il conclut que le livre contient de nombreuses erreurs politiques car il met l'accent sur les massacres des Juifs, tandis que c'est le peuple soviétique dans son ensemble qui a subi durant la guerre les souffrances. Donc, oui, en effet, à partir de victoire dans les batailles de Stalingrad, à partir du printemps 1943, en URSS, les évocations directes sur le génocide des Juifs comme tel disparaissent. Donc, on parle des meurtres des Juifs, des civils soviétiques paisibles, mais pas les Juifs. Donc, c'était une calque trouvée par le régime soviétique. Et je vous montre la censure du texte de Grossman, le texte que je vous ai lu sur les... là, je commence à être fatiguée. Le texte qui apparaît dans le film de Le crâne sans juif. Le crâne sans juif. Mais en fait, au début, le texte avait un autre titre. Le titre, c'était Le meurtre du peuple. Donc, regardez comment il travaille la censure. Il n'y a presque rien qui reste du texte. Et je vous montre l'exemple. Qu'est-ce qui disparaît? Ce n'est pas la mort à la guerre, l'arme à la main. Ce n'est pas la mort des gens qui ont laissé derrière eux leur maison, leur famille, leurs livres, leurs traditions. Et tout ce qui est sur le meurtre du peuple, le meurtre de l'arbre de vie, jusqu'à ses racines, le meurtre d'une morale, de vie, tout ça, ça disparaît. Donc, en fait, finalement, l'article qui a vu le jour, et c'est un grand texte, et c'était publié qu'un article très abrégé, il parle plutôt des villages brûlés, des villages brûlés par les nazis, et il y a un tout petit peu qui, oui, en effet, les Juifs ont aussi souffert. Mais tous les extraits sur le meurtre du peuple sont rayés par la censure. Donc là, c'est novembre 1943. Dans le film de Loznitsa, peut-être je ne vous montre pas ces extraits, mais dans le film de Loznitsa, il montre qu'après la libération, il y avait le procès sur les collaborateurs. Pas seulement les procès, mais aussi il y a les journalistes américains qui viennent politique. Là, c'est le document qu'on trouve dans les archives, la commission extraordinaire qui retranscrit les crimes commis par les nazis à l'Union soviétique. Et on voit très bien comment les Juifs, tout ce que concerne les Juifs a été remplacé et les Juifs n'apparaissent plus. Donc, il y a les civils soviétiques où les gens, tout ça, les gens ont été rassemblés, les gens ont été conduits vers les ravins. Je vous dis juste que après que Mikhaëls a été tué, le CAJ, le comité juif antifasciste, a été fermé et ses membres, la plupart de ses membres ont été fusillés en 1952. Et donc, l'interdiction de fosse, j'ai commencé à vous parler comment Babi Yar a été prise la décision pour combler le ravin de Babi Yar, elle a été prise exactement au même moment. Parce que même s'il n'y a plus de témoins directs qui osent parler sur le génocide, il reste les
lieu. Et le lieu, en fait, le régime soviétique se rendait parfaitement compte que les lieux peuvent témoigner aussi qu'ils ont leur langage à eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette campagne pour faire disparaître les lieux du génocide. Merci. Bon, c'est passionnant, merci Azia pour cet éclairage nouveau, parce que je pense que toutes celles et tous ceux qui sont ici, qu'ils soient au fait ou pas de cette histoire, ont appris énormément de choses. Et c'est à la fois une lecture critique, qui est plus qu'un travail universitaire, puisque là, on sent un engagement fort par rapport à cette mémoire et à ces mémoires. Donc, avant de conclure et de vous remercier, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Parce que je crois que je n'ai pas tout compris. Quand vous avez le micro, on va aller donc. Vous avez expliqué au début, vous avez dit que les premiers, en montrant ce qui s'était passé dans les prisons, c'est le peuple russe. Est-ce que les ordres venaient d'en haut ou c'est le peuple russe, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui faisait payer aux Russes du Kremlin le fait d'avoir vécu la grande famine, la grande persécution, et ils se sont vengés sur les Juifs. C'est ce que vous avez expliqué au début. Exactement, parce que la propagande nazie disait que, en fait, le régime communiste, c'est le régime des Juifs. Et ça a commencé assez tôt, ça a commencé dans les années 30, que la propagande nazie montrait que c'est le judéo-bolchevisme. C'est ce qu'on a vécu un petit peu partout. Mais oui, enfin, ouais, d'accord. Mais donc, si vous voulez, les demandes de persécution sont venues, évidemment, ça en reviendra pas dessus. Le Kremlin a envoyé des demandes de participation. Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout, non. Et même les demandes ne venaient pas proprement dit des Allemands. La propagande a tout fait. Oui. Donc il n'y avait pas de demandes, c'était le pogrom. Mais en fait, on sait bien qu'il y avait d'autres pogroms sur ces territoires avant même l'arrivée des Allemands, avant même la Grande Famine, donc la fin du 19e, début du 20e siècle, il y avait plusieurs pogroms. Donc c'est vraiment épouvantable, doublement, parce que c'est vraiment le peuple qui s'est auto... Et qui cherche le coupable. Et qui cherche le Merci beaucoup. Bon, merci pour ces questions. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre participation. Merci, Azia. Toutes nos félicitations. Ouais. C'est passionnant. Alors, pour information, elle est en train de rédiger un livre. Il est en cours de rédaction. Il manque encore une partie et j'espère que à l'occasion de lire bientôt, soit de le présenter à nouveau ici. Donc, ces journées s'inscrivent dans notre travail, le travail qu'on essaie de faire au CRIF, notamment dans le cadre de la commission mémoire et transmission, parce qu'on considère, on n'est pas les seuls, heureusement, c'est un devoir moral et que nous avons envers les générations passées, mais aussi présentes et futures, et une contribution à cet éclairage d'histoire. Alors, je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de cercles intellectuels et autres qui disent, puisque la guerre a fait ressurgir beaucoup de mémoire et beaucoup de questionnements, hein, puisque on est un peu dans l'embarras et j'espère pas soudainement. Bien évidemment, on soutient l'Ukraine dans le cadre de guerre, mais je crois qu'à un moment, on espère qu'ils gagneront contre la Russie, puisqu'il y a une contre-attaque. Mais je pense qu'à un moment, il faudra mettre tout sur la table, c'est-à-dire que pour le moment, l'enjeu premier, c'est
l'Ukraine gagne la guerre. Et puis ensuite, il faudra reparler des choses qui sont passées et qu'on a enfouies au-delà des cadavres, c'est-à-dire toute cette histoire et toutes ces massacres. C'est exactement ça. Donc, la propagande poutinienne, à partir de 2014, est revenue d'un coup sur cette histoire et en appuyant chaque fois sur la collaboration des Ukrainiens avec les nazis. Donc, c'est ça qui est mis en avant en Russie depuis presque 10 ans. Et maintenant, on parle de néo-nazis, mais quand même, on montre que les Ukrainiens ont été nazis depuis longtemps. Et c'est pour ça que le film de Sergei Loznitsa n'a pas été très bien accueilli en Ukraine, parce que les Ukrainiens ont trouvé qu'il n'est pas sorti au bon moment. En gros, qu'il aide la propagande russe. Est-ce qu'on est d'accord ou non? Je ne sais pas. À mon avis, c'est le film. Tous les textes soviétiques qui sont bien écrits, qui sont forts, qui ont été censurés et qui n'ont pas pu paraître, en fait, ils ressemblent au film de Loznitsa. Il y a toujours un certain parallélisme entre le pouvoir nazi et le régime, entre les nazis et le régime soviétique. C'est ça qui montre Loznitsa. Il montre d'abord les nazis qui prennent Lviv, après le soviétique qui revient, les mêmes parades, Staline, le portrait de Staline qui apparaît, après on les arrache, après le portrait Hitler qui apparaît, après on les arrache. On accueille avec le pain d'abord les nazis, après avec les mêmes costumes ukrainiens, habillés dans les mêmes costumes ukrainiens, on accueille de même manière les soviétiques. En 1944, à mon avis, c'est plutôt son récit et déjà, elle est tout le temps passionnée par la foule. Il étudie comment la foule se conduit dans ces régimes totalitaires. En fait, il montre que le patriotisme, c'est quelque chose de dangereux. Il montre que la foule est très facile à tromper. Et à mon avis aussi, il montre l'histoire de ce que la littérature russe appelle les petits hommes. Donc, individu qui est dedans cette histoire immense et qui peut-être n'a pas grand-chose à faire. Donc, il y a tout le temps des discussions sur ces gens qui ont participé ou pas participé au massacre, qui ont dû combler les fosses, creuser les fosses. Est-ce qu'ils pouvaient refuser? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas refuser? Donc, ce sont des questions qui sont très difficiles à répondre. Mais Zelensky est juif, non? Exactement. C'est quelque chose qui marque, qui change absolument l'histoire de l'Ukraine, que l'Ukraine a voté pour un président juif. Voilà, qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est pas un marqueur pour eux, ça. Non, mais c'était avant un acteur, un comédien, Ils sont manifestés. un comique qui était Oui, mais- très populaire. Il a bénéficié sans doute, oui, il a fait un film sur lui qui est le prof d'histoire et qui d'un coup il est le président. Et c'est beaucoup grâce à ce film qu'il a été élu. Les Ukrainiens se reconnaissent dans celui qui semble incarner dans le sujet, et qui est juif. Il n'avançait pas trop avant la guerre, il ne montrait pas trop qu'il est juif, mais on ne peut pas le... Pardon. C'est en Occident qu'on le sait. Et on le sait parce que dans sa recherche, il est justifié à la fois d'alliés, de concours. Il y avait Israël et qu'il voulait aussi Parce qu'ils voulaient l'aide d'Israël. pouvoir bénéficier de l'aide militaire et de la politique israélienne. C'est vraiment de la réelle politique. Là. Et donc voilà, alors avant de se quitter, donc merci encore à toi, Asia. Je voulais faire deux annonces. La première, donc, on est au jour 2. Il y a encore il y a 3. Ouais. C'est 3 jours pour la mémoire. Donc demain, c'est le ghetto de Lutz et Itzmanstadt. Donc
Celui de loup, c'est intéressant si on Le peut. Wutch. On dit Wutch. Ah, voilà. Wutch. C'est ça, elle barrée. Ah. Et donc, sont deux histoires croisées. Donc, le premier, il y aura de films documentaires, mais réduits parce qu'on voit quand même l'impact que ça peut avoir sur nous si on les passait en entier. Donc, l'un met en avant la mémoire des enfants juifs morts pendant cette période et cette époque. Et il est très documenté, c'est un de ceux qui est le plus documenté, notamment à partir de photos, de dessins et d'extraits de pièces de théâtre qui avaient été montées par les enfants. Et le second concernera l'histoire des tziganes qui furent parqués et qui croisa à un moment donné celle des Juifs. Je trouvais intéressant qu'on parle aussi du vin des tziganes. Donc demain, alors Catherine Cocchio, qui faisait du jardinage, est tombée de son échelle. C'est la ginolette. Ah ouais, c'est le truc. Elle a plusieurs côtes cassées, un poignet. Donc elle pourra pas venir, elle pourra même pas passer en visio, puisque hier on a eu la chance d'avoir Stéphanie Trouillard, qui elle avait eu un événement heureux, puisqu'elle est maman de deux petits jumeaux, enfin deux jumeaux. Et donc la présentation était rythmée entre les horaires, les temps des biberons. Comme quoi, voilà, même sur des choses sérieuses, il y a des moments de sourire, de clin d'œil. Et en fait, c'est un de ses collègues qui s'appelle Jean-Yves Potel qui viendra, qui est le grand spécialiste de la Pologne et qui a écrit énormément d'ouvrages et qui va donc à la fois présenter les documentaires et présenter cette situation et ce cas. Après, deuxième information, c'est une de nos participantes qui m'a remis ça, parce que moi, je n'étais pas au courant de ce film-là qui passe actuellement, la conférence. Donc, il semblerait qu'il passe encore à l'UGC, Bordeaux, et au Jean Eustache. Donc, pour celles et ceux qui l'ont vu, on vous encourage à aller le voir. Donc voilà, merci à tous et bravo. Alors il n'y a pas de hier, mais c'était merci. Il y a eu des merci d'être là.